Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo qui traitera le syndrome métabolique. En fait, le syndrome métabolique n'est pas une maladie en soi, mais c'est un ensemble de troubles métaboliques qui augmentent en présence d'obésité. Ce syndrome métabolique, il a été défini depuis les années 1920, comme avec une appellation de syndrome X. Et que ce syndrome métabolique, c'est la coexistence de plusieurs troubles d'origine aussi bien lipidique que glucidique, vasculaire et associés à une obésité chez un même individu. Et que l'ensemble de ces désordres métaboliques, ils peuvent augmenter considérablement la survenue de d'autres pathologies chroniques, à savoir les maladies cardiovasculaires, de type AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les artériopathies des membres inférieurs, les cardiopathies ischémiques et également l'apparition de diabète de type 2, de stéatose hépatique, le NAFLD, non-alcohol fatty liver disease, et d'autres complications qu'on va étudier par la suite. Plusieurs organismes en fait ont essayé de définir ce syndrome métabolique. La première définition officielle du syndrome métabolique, c'est la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a été établie en 1998. Et les critères diagnostiques, ils comprennent bien entendu la présence obligatoire d'une résistance à l'insuline et deux autres facteurs parmi ces quatre qu'on va citer maintenant. L'obésité, l'hypertension artérielle, l'hypertriglycéridémie, l'hypo-HD-lémie et la microalbuminurie. Les seuils des tensions artérielles systoliques et diastoliques ont été modifiés entre la publication provisoire de l'OMS de 1998 et la publication définitive de l'OMS de 1999. Une deuxième définition du syndrome métabolique, c'est la définition de l'EGIR. L'EGIR, c'est le groupe européen pour l'étude de la résistance à l'insuline. Cet EGIR, il a en fait modifié la définition de l'OMS et il l'a plutôt appelé syndrome de résistance à l'insuline, puisqu'il met l'insulinorésistance au cœur de la physiopathologie du syndrome métabolique et qu'il précise bien que l'insulinorésistance est la cause principale de ce syndrome. Et parmi les critères de définition, nous trouvons en premier abord la présence d'un taux plasmatique élevé en insuline et plus deux autres facteurs tels que l'obésité abdominale, l'hypertension, l'hypertriglycéridémie, la réduction du bon cholestérol HDL. Nous savons très bien que la définition de l'OMS et de l'EGIR, il place l'insulinorésistance au centre du syndrome métabolique. Mais la seule différence qui existe entre la définition de l'OMS et l'EGIR, c'est que l'EGIR, elle considère que le diabète de type 2 est une conséquence du syndrome métabolique et non pas un composant. Une autre définition du syndrome métabolique, c'est la définition selon le NCEP-ATP3, National Cholesterol Education Program, en 2001. Et on diagnostique une personne comme ayant un syndrome métabolique si elle présente 3 facteurs parmi ces 5 que l'on va citer par la suite. Une obésité abdominale, la circonférence abdominale chez l'homme, elle doit être supérieure à 102 cm, chez la femme supérieure à 88 cm, une hypertriglycéridémie supérieure ou égale à 150 mg par décilitre, un HDL cholestérol bas chez l'homme inférieur à 40 mg par décilitre, chez la femme inférieur à 50 mg par décilitre, une hypertension artérielle supérieure ou égale à 130-85 mm de mercure et une glycémie à jeun supérieure ou égale à 110 mg par décilitre. La définition du FID,
Fédération internationale du diabète, établie en 2006. Elle dit qu'un sujet a le syndrome métabolique si il présente les facteurs de risque suivants. Parmi les facteurs essentiels qu'on peut citer à ce niveau-là, c'est la circonférence abdominale, c'est-à-dire que ce FID, il s'axe essentiellement, la définition du FID s'axe essentiellement sur la présence d'une obésité abdominale, c'est-à-dire une circonférence abdominale supérieure à 94 cm chez l'homme, supérieure à 80 cm chez la femme. En plus de cette circonférence abdominale, deux autres facteurs doivent s'y ajouter, soit HDLMI bas, une hypertriglycéridémie, une hypertension artérielle et une glycémie à jeun supérieure à 1 g par litre ou la présence d'un diabète de type 2. Nous savons très bien en fait que cette circonférence abdominale ou cette obésité abdominale, elle varie en fonction de l'ethnicité. C'est-à-dire que chez les Européens ou aux États-Unis, la circonférence abdominale doit être supérieure ou égale à 94 cm chez la femme et supérieure ou égale à 80 cm chez l'homme. Chez les Asiatiques du Sud, les Chinois et les Japonais, cette même circonférence abdominale doit être supérieure ou égale à 90 cm chez la femme et supérieure ou égale à 80 cm chez l'homme. Une dernière définition connue à ce jour, c'est la définition harmonisée publiée en 2009. Cette dernière, elle a été mise en place par le groupe Fédération internationale du diabète et d'autres organisations internationales et nationales. Parmi les critères de diagnostic, on doit avoir au moins 3 facteurs parmi ces 5 que je vais citer par la suite, c'est-à-dire le tour de taille est surélevé, l'hypertriglycéridémie supérieure ou égale à 150 mg par décilitre, une réduction du cholestérol HDL, une hypertension artérielle supérieure ou égale à 130 mm de mercure pour la pression systolique et supérieure ou égale à 85 mm de mercure pour la pression diastolique et une glycémie à jeun supérieure ou égale à 100 mg par décilitre ou présence d'un diabète de type 2. Physiopathologie du syndrome métabolique. La physiopathologie du syndrome métabolique, on sait très bien qu'elle est multifactorielle. Et elle résulte, en fait, c'est la combinaison de plusieurs facteurs, aussi bien de facteurs environnementaux que génétiques et épigénétiques. Mais l'essentiel, c'est que l'obésité et la résistance à l'insuline représentent le cœur de la physiopathologie du syndrome métabolique et de toutes ses composantes individuelles, à savoir la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie à jeun, et j'en passe. Mais il faudrait savoir à ce niveau-là, de point de vue de la physiopathologie du syndrome métabolique, c'est que tout commence par une obésité abdominale, c'est-à-dire que les cellules adipeuses sont hypertrophiées et inflammées, c'est-à-dire elles augmentent en volume et en quantité. Elles vont commencer comme une machine à produire des adipokines, des cytokines qui vont agir aussi bien au niveau local, c'est par action endocrine et paracrine, soit au niveau local, au niveau des tissus adipeux, soit à distance sur les différents organes, c'est-à-dire le foie, le cœur, le cerveau, le pancréas et vont les reins et provoquer toutes les comorbidités associées au syndrome métabolique, telles que l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, la dyslipidémie, cette dyslipidémie surtout provoquée par l'hypercholestérolémie à LDL élevé. Le LDL va se retrouver d'une manière très élevée dans le sang, il va être sous l'action du stress oxydant
oxydés, va provoquer des LDL oxydés. Ces LDL oxydés sont responsables de la production d'une plaque d'athérome. Cette plaque d'athérome qui va venir boucher, qui se forme au niveau des vaisseaux, un certain niveau sous l'action, bien sûr, de plusieurs facteurs endogènes et exogènes, tels que le stress. Cette plaque d'athérome va se désagréger, c'est-à-dire que il y aura une rupture de cette plaque. La plaque va, sous l'action de la circulation sanguine, va se déplacer. Si elle vient se loger au niveau des vaisseaux du cerveau, elle provoque ce qu'on appelle les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Si elle vient par contre se loger au niveau des artères des membres inférieurs, elle provoque ce qu'on appelle les artériopathies des membres inférieurs. Et si elle se loge au niveau des artères du cœur, là, elle provoque les cardiopathies ischémiques qui peuvent provoquer ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde par la suite, oui, bien sûr. D'autres complications provoquées par ce syndrome métabolique, nous notons bien sûr les maladies hépatiques telles que le NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Ce dernier, c'est dû à une accumulation de lipides ou d'acides gras libres au niveau des cellules hépatiques qui provoquent le foie gras. Et nous avons également sur l'action de la résistance à l'insuline, sous l'effet de cette résistance à l'insuline, développement d'un diabète non insulinodépendant de type 2. La prévalence du syndrome métabolique. En règle générale, et si nous considérons la carte ici devant nous du monde, que la prévalence est de l'ordre de 25%. En Amérique, ces données, bien sûr, ils ont été la résultante de plusieurs recherches et de lecture de plusieurs articles scientifiques que j'ai pu recueillir de plusieurs moteurs de recherche tels que le PubMed ou bien le Google Scholar ou le Scopus. Et en fait, en Amérique, la prévalence du syndrome métabolique est comprise entre 24 et 30% en moyenne, en Afrique et en Europe de 25% et en Asie 29%. La prévalence du syndrome métabolique en Afrique. En fait, cette prévalence du syndrome métabolique, elle varie non seulement en fonction du sexe, mais en fonction également de l'âge. C'est-à-dire que elle est beaucoup plus élevée en Afrique, elle est beaucoup plus élevée chez la femme que chez l'homme, et que cette constatation a été établie chez des sujets âgés de plus de 18 ans, aussi bien en Afrique du Sud qu'au Maroc, qu'au Kenya, avec des valeurs chez l'homme et chez la femme de l'ordre de 11,6% versus 30%, 18,5% versus 40% et 16% versus 20,7% respectivement. Et que cette prévalence, bien sûr, du syndrome métabolique, elle augmente parallèlement avec l'âge. C'est-à-dire que plus l'âge augmente, plus la prévalence du syndrome métabolique augmente également. Parce que on a vu au cours d'une étude, pour des populations féminines, le taux de prévalence du syndrome métabolique est passé normalement de 25% en Afrique du Sud pour une tranche d'âge comprise entre 20 et 35 ans, c'est-à-dire chez une population jeune, à 78% en Tunisie pour des femmes ménopausées âgées de plus de 50 ans. Mais en règle générale, globalement, en moyenne, la prévalence du syndrome métabolique en Afrique est de l'ordre de 25%. La prévalence du syndrome métabolique en Europe, en moyenne de l'ordre de 25%. Par contre, contrairement aux autres pays du monde, les Européens, ils ont une prévalence du syndrome métabolique qui est beaucoup plus élevée à ce niveau-là chez l'homme que chez la femme. Et ceci est valable en Espagne, 32% de prévalence chez l'homme versus 29% chez la femme. En Belgique, 37% de prévalence chez l'homme versus 29% chez la femme. En Finlande, également 38,8% de prévalence chez l'homme versus 22,2% chez la femme. En France, 23% de prévalence chez l'homme versus 16,9% chez la femme.
En Hongrie, 14,9% versus 8,6% chez la femme. La prévalence du syndrome métabolique dans le continent asiatique. La prévalence du syndrome métabolique en Asie du Sud-Est est beaucoup plus faible au Japon, de l'ordre de 16,5%, en Chine 23% et au Vietnam 16%. Mais cette prévalence qui était faible, elle évolue rapidement vers des taux similaires à ceux du monde occidental pour atteindre des valeurs de 28% pour des pays comme le Bangladesh, l'Indonésie et le Taïwan. La prévalence du syndrome métabolique en Amérique. Plusieurs enquêtes ont été réalisées. Une enquête américaine a montré que la prévalence du syndrome métabolique définie selon les critères du NCEP-ATP3, qu'elle était très élevée de l'ordre de 22% moyenne dans la population adulte des États-Unis et que cette prévalence, elle augmente avec l'âge, c'est-à-dire qu'elle est passée de 6,7% chez des sujets âgés de 20 à 29 ans, des sujets jeunes, à 43,5% chez des personnes dans l'âge, y compris entre 60 et 69 ans. Et que au sein même d'un même pays, cette prévalence du syndrome métabolique, elle varie grandement en fonction de l'ethnicité. C'est-à-dire qu'il a été observé une prévalence beaucoup plus élevée chez les Mexico-américaines et beaucoup plus basse chez les Noirs par rapport à celle des Caucasiens. Prévalence du syndrome métabolique en relation avec les maladies chroniques. Normalement, globalement, le syndrome métabolique, il touche le 5e de la population des États-Unis et le quart de la population européenne. Mais cette prévalence, elle a vu ses taux augmenter en présence de pathologies chroniques telles que le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les bronchopneumopathies obstructives, environ 57% de prévalence, les états inflammatoires tels que le psoriasis, certains désordres hormonaux, états pré- ou post-ménopausiques, et bien d'autres pathologies. Le syndrome métabolique et l'hypertension artérielle. Chez les hypertendus, chez des personnes qui ont l'hypertension artérielle, le taux de prévalence du syndrome métabolique est très élevé. Selon la définition du NCEP-ATP3, on a trouvé 49% en Côte d'Ivoire, 49% d'hypertendus avaient le syndrome métabolique en Côte d'Ivoire et 65% de patients hypertendus avaient le syndrome métabolique au Bénin. Le syndrome métabolique et le diabète de type 2. Selon une étude espagnole qui a été réalisée sur 3844 patients âgés de 35 à 74 ans, cette prévalence du syndrome métabolique a été de l'ordre de 75% chez les diabétiques. Une autre enquête belge, l'étude OCAPI, réalisée chez 1000 patients diabétiques, elle a trouvé une prévalence de 63% de syndrome métabolique selon la définition du NCEP-ATP3. Le syndrome métabolique est la période de ménopause. Plus de la moitié des femmes ménopausées en Iran présentaient le syndrome métabolique. Et des valeurs similaires ont été retrouvées au Maroc au sein d'une population féminine âgée de plus de 50 ans et que chez cette même population, 70% de ces femmes marocaines étaient obèses. En Espagne, selon une étude transversale qui a porté sur 716 femmes ménopausées, 61,7% avaient le syndrome métabolique. Cette forte prévalence du syndrome métabolique chez les femmes ménopausées est due probablement à des modifications non seulement métaboliques et hormonales qui surviennent au cours de la ménopause. D'où des programmes de formation pour ces femmes ménopausées doivent s'installer pour prévenir et contrôler ces maladies, pour contrôler le syndrome métabolique et contrôler les différentes complications qui peuvent en résulter, comme les complications cardiovasculaires. Le syndrome métabolique et la présence de syndrome d'ovaire polykystique chez les femmes. Une autre pathologie qui touche les femmes dès leur plus jeune âge,
qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, il présente une prévalence élevée de syndrome métabolique de l'ordre de 50%. La prévalence, cette fois-ci, du syndrome métabolique en fonction de la définition retenue. C'est-à-dire que cette prévalence, dans une même population, elle peut varier en fonction de la définition qui a été utilisée au départ pour définir le syndrome métabolique. Au cours d'une étude transversale qui a été réalisée sur un échantillon de 222 patients âgés de plus de 60 ans, cette prévalence a été de l'ordre de 46% selon la définition de la NCEP-ATP3, de 45% selon la définition de l'OMS et de 37% selon la définition du Fédération internationale du diabète. Et que ces taux de prévalence du syndrome métabolique dans un échantillon d'adultes portugais, elle était de l'ordre de 36,5% selon la définition du NCEP-ATP3, 49,6% selon le FIT et 43,1% selon la dernière définition harmonisée de 2009. Le syndrome métabolique est le genre, c'est-à-dire que les facteurs de risque les plus couramment observés chez les femmes, c'était une diminution du HDL cholestérol, la présence d'une obésité abdominale et, par contre, chez l'homme, on trouvait essentiellement une augmentation de la tension artérielle. Donc, la différence de prévalence du syndrome métabolique en genre et les contradictions qui ont été observées entre les différentes définitions qu'on a vues tout à l'heure en introduction, ils peuvent s'expliquer par la différence de prévalence de chaque phénotype du syndrome métabolique en genre. Parce que, en présence d'une pression artérielle élevée et une dyslipidémie et un désordre glucidique, on les trouve surtout chez l'homme, alors que l'obésité est plus fréquente chez la femme. Les complications du syndrome métabolique sont nombreuses. Des complications cardiovasculaires de type coronaropathie ischémique, artériopathie des membres inférieurs, les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, les complications hépatiques de type NAFLD, Non-Alcoholic Liver Disease, sont les stéatoses hépatiques qui évoluent vers un état beaucoup plus fibrotique, inflammable, qu'on appelle stéatohépatite inflammatoire, qui évolue également vers un état de cirrhose au fil des années et carrément l'apparition de cancers du foie qu'on appelle l'hépatocarcinome. Une autre complication du syndrome métabolique, c'est la présence de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2. Le syndrome également d'ovaire polykystique et le syndrome d'apnée du sommeil. Comment prévenir l'apparition du syndrome métabolique? Tout simplement par une modification hygiéno-diététique, c'est-à-dire avoir un régime essentiellement de type méditerranéen, riche en fibres alimentaires, consommer beaucoup de fruits et légumes, des céréales complets, éviter les céréales raffinées, consommer les acides gras insaturés, polyinsaturés et monoinsaturés, les oméga 3 qu'on trouve dans le poisson gras. Parmi les acides gras poly et monoinsaturés qu'on peut trouver dans l'huile d'olive, l'huile d'argan, éviter les fritures, diminuer la consommation de viande rouge, au profit, bien entendu, du poisson, boire beaucoup d'eau, 2 litres par jour, diminuer la consommation de sel et pratiquer une activité physique modérée, c'est-à-dire à raison de 30 à 40 minutes par jour, 3 fois par semaine, et diminuer également la corpulence par perte de poids. Je pense que je viens de terminer ce petit cours. Je vous souhaite
une excellente journée et à bientôt. Merci.